Et puis, c'est le temps des invasions normandes, au IXe siècle, et ces invasions normandes, il n'y a pas que les invasions normandes à l'époque, il y a les invasions sarrasines, les invasions hongroises, mais en fait, ces invasions vont transformer la société, qui va devenir pyramidale. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'une protection locale, et que la grande armée franc, commandée par le roi très très loin, ne pouvait plus faire face. Eh bien, les gens s'arment localement, et c'est la naissance des seigneuries. Et vous allez vous dire, c'est quoi la grande seigneurie? Ici, c'est Amboise. Donc il va y avoir une grande seigneurie qui, avant le XIe siècle, avant la fin du XIe siècle, au Xe siècle, n'était pas une seigneurie. Il y en avait trois. Trois seigneuries qui se disputaient. Les trois seigneuries amboises. Et en fait, les plus puissantes ont mangé les plus petites. C'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Et donc il en restait un. Et donc Possé dépendait-il d'Amboise? Eh bien en tout cas le sud, oui. Le sud, mais qui était rattaché autrefois à la commune d'Amboise. Eh oui, la Ramée, la commanderie, le prieuré, le sauvage, n'appartenaient pas à la paroisse de Possé. Ça appartenait à Amboise. Et ça a été détaché d'Amboise en 1809. Ça, tout ça, le sud dépendait d'Amboise. Mais même avant, à la Révolution française. Non, Possé ne dépendait pas d'Amboise. Possé dépendait. Attendez, il faut que je vous parle de ça. C'est une zone, après les invasions normandes, quand la création des seigneuries, il y a une espèce de nouvel ordre, pas mondial, mais disons local, enfin royal, qui s'installe, qui va apporter une prospérité et une paix. Et il va y avoir de grands défrichements de fait, et notamment de la forêt de Blémard. Le nord, le bois d'Anhus, le bois de la Perchée, ça faisait partie de la forêt de Blémard. Saint-Ouen, les plateaux faisaient partie de la forêt de Blémard, qui était une grande forêt, qui partait de Blois, la forêt de Blois en faisait partie, et qui prenait une grande partie aussi du département de la Touraine, hein. Et donc Possé, Saint-Ouen faisait partie de cette forêt. Et le comte de Blois a participé à la fondation de Fontaine-les-Blanches, en tout cas de l'a validé, c'est lui qui a donné son aval, et donc ça dépendait indirectement du comte de Blois, et c'est l'abbaye de Fontaine-les-Blanches va défricher cette forêt avec d'autres abbayes blésoises, et notamment des abbayes de Pont-le-Voix, enfin d'Amboise, etc. Et Marmoutier. Tout le monde va un peu grignoter, et il va y avoir des défrichements. Et Blémard, les gens disent, Blémard, ça veut dire blé, c'est blésois, c'est blois, et mars, c'est la marche. Donc c'est la marche du blésois. Alors moi, je vous avoue que je ne suis pas d'accord. J'ai le droit, c'est 30 ans que je fais ça, attendez. Voilà, quoi. Faut tout me le faire, hein. Blaise, blé, c'est le loup. Mars, c'est grand. Le grand domaine du loup. Eh ouais. Vous savez, au XVIIIe siècle, dans les années 1740, ici, il y a eu la bête du Val-de-Loire. Des loups, hein. La bête du Val-de-Loire, qui a tué plus de personnes que la bête du Gévaudan. Qui a dévoré plus de personnes que la bête du Gévaudan. La région est connue pour ses loups depuis très longtemps. Donc moi, Blémard, c'est plutôt les loups. Et on est dans la Gâtine, qui n'a jamais vraiment été défrichée, parce que c'est des monastères. Hein, la Gâtine-Tourangelle, vous êtes un peu le nord en Gâtine-Tourangelle. Ça vient de Gas, c'est la même famille que Gâteau. Gas et gâté, c'est pourri. Hein. C'est la région pourrie. Hein. Là, les gâteaux, on faisait ça avec les fruits pourris, tout ce qui était pourri, pour récupérer la Gâtine. Et donc c'est dans cette zone que vont se faire de grands défrichements, et on a des traces de ces défrichements. On a le taillis de la Perchée, vers la Perchée. On a le taillis des Basseurs à côté de Vaux-Subleau. On a les grandes tailles à côté du taillis des Basseurs, à côté sur Nazem. Et on a 3 bruyères, c'est-à-dire des endroits qui sont des champs aujourd'hui, qui se nomment bruyères. Les bruyères. Donc on a des traces de défrichement, qui sont faits en général par l'abbaye de Fontaine-les-Blanches ou par des seigneuries, des petites seigneuries locales. Et donc voici, dans les archives de l'abbaye de Fontaine-les-Blanches, la première mention écrite de Possé. C'est la première, qui n'est pas connue. C'est une révélation. C'est un scoop ce soir. Alors, bon, tout le monde sait lire. Pas de problème. Là, on a EN avec un point, c'est une abréviation d'Angelbo, qui est l'archevêque de Tours pour les années 1147, 1154, 1157, je ne sais plus, enfin, au milieu du XIIe siècle.
1146, 1157. Donc l'acte n'a pas de date. Il n'est pas daté, oui, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Donc il faut le dater de l'archevêché de ce gars-là. Donc entre 1146, 1157, milieu du XIIe siècle. Et qu'est-ce qu'on a dans cet acte? Bon, c'est un certain Thibaut des Roches. Thibaudus des Rutibus. Thibaut des Roches. Sur les conseils avec l'accord de sa femme Mathilde. Il donne aux frères de Fontaine. Alors, il donne aux frères de Fontaine, c'est très important. Je vais vous dire pourquoi. Après. Il ne donne pas à l'abbé et à l'abbaye. On est au milieu du XIIe siècle. Il y a encore une égalité dans l'abbaye. Les gens s'appellent frères encore. Il n'y a pas un supérieur et des inférieurs. Ça va changer. Frère de Fontaine, les Blanches, la Fontanis, il donne quoi? Eh bien, il donne une certaine charruée, une quantité de terre qu'on peut passer à la charrue en une journée, dans le lieu in loco, qui dicitur, ça veut dire dicitur qui est dit, Rogerolles. Eh bien, c'est la première mention de Rogerolles. Et après, il donne aussi 2 arpents de près, apud, ça veut dire à, ça veut dire à, chez, apud, à, Poseium. Poseium. Et bien voilà, là vous avez Poseium, la première mention écrite de Poseium. Alors vous me dites, c'est bon, mais c'est Poseium, c'est pas Poseium. Ah ben ouais, mais si vous regardez derrière, il y a une écriture qui date de la même époque, c'est Poseium. Donc Poseium, Poseium. Pratis, apud, Poseium. Première mention écrite, donc milieu du XIIe siècle. Après, on a un acte qui date, qui est mal daté, mais qui date des environs de 1157, milieu du XIIe siècle. Qui, vous voyez, il est un peu effacé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait au XIVe siècle? Ils l'ont recopié. C'est la copie du XIVe siècle, qui est aussi dans les archives. Et on voit, donc c'est une copie du XIVe siècle d'un acte du XIIe siècle. On suit. Voilà, et bien vous avez Molandinum, Meum, propé 4 arpents de terre près de Montmoulin. Et c'est qui parle? Eh bien, c'est le seigneur de Possé, le premier seigneur connu, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Thibaut, seigneur des Roches, avec l'assentiment de sa femme. Hein, il donne tout ce qu'il a, enfin le lieu qu'il appelle Rogerolles, et le moulin, son moulin, près de à Possé, près de la 6, ça doit être marqué quelque part ou près. Voilà. Des arpents de près, juxta Sicilia, près de la 6, propé Poseium, près de Possé. Et là, on est au milieu du XIIe siècle. Et ça, ce document-là, c'est la première mention que tout le monde parle. Et on vous dit, eh ben voilà, la première mention, elle date de 1057. Hein, c'est un acte de l'archevêque Josion, archevêque Josion, Dei Gratias Touronensis Archiepiscopus, archevêque de Tours, Josius, là. Eh ben, il est archevêque entre 1157 et 1174. Donc on vous dit, par exemple, donc la première mention, c'est 1157. Bon, il n'y a pas de date. Donc, ce qui nous permet de dater, c'est l'archevêque, parce qu'on connaît les dates des archevêques. Et donc, c'est entre 1157, mais ce n'est pas la première mention écrite, je vous l'ai montré avant. Et qu'est-ce qu'on a? Et tout le monde a fait de la poésie là-dessus. On a, c'est une donation qui est faite par Thibaut des Roches, hein, toujours le même, le seigneur avec l'assentiment de Mathilde, sa femme. 4 arpents de près, quatuor arpena prati, ante Poseium, devant Possé, de Spinetis, Sancte Marie. Alors derrière c'est marqué Épinette ou Épinière. Donc c'est un lieu qui s'appelle les Épinettes, Sainte-Marie, devant Possé. Donc il y avait des buissons, je ne sais pas quoi, des épines, un endroit qui s'appelait les Épinettes, devant Possé. Sachez qu'à Limeray, à côté de Foucheray, on a les Épinières. Donc il y avait dans le Val, il y avait des endroits qui s'appelaient les Épines, les Épinettes, les Épinières. Et puis on a cet acte aussi du milieu du XIIe siècle, qui est la première mention écrite de la dîme de Rougerolles, donc l'impôt, et cet acte du début du XIIe siècle, où ici, en 1202, début du XIIIe siècle, pardon, ici, hein, c'est la première mention de fourchette. Vous la voyez? Fourchette ici. Tenure de fourchette.
Et c'est la donation de Sulpice d'Amboise. Et il est très important, ce seigneur, Sulpice III d'Amboise, parce que c'est lui qui va créer le prieuré de Moncé. Prieuré de Moncé qui va posséder beaucoup de terres sur Saint-Ouen, donc sur la paroisse de Saint-Ouen et donc sur Possé. Et le cartulaire du prieuré de Moncé, aujourd'hui il y a un château que je vais vous montrer à la place de l'église que l'on voit encore sur le Calas. Il y avait un monastère à cet endroit-là, enfin un petit prieuré à l'époque. Il y a des ruines encore de l'église qui sont à côté. Et à la fin du XIIIe siècle, les moniales, c'était une abbaye de femmes, vont écrire un cartulaire que j'ai étudié dans les années 80, j'en ai fait 600 pages. Excusez-moi du peu. Et on y trouve plein de premières mentions, je vous les ai mises. On trouve les premières mentions de l'aumône, de l'aumônerie. En 1239, il y avait une aumônerie, c'est-à-dire un endroit pour aider les pauvres. 1239, de possédation. C'est aussi la première mention de la seigneurie et de la maison du seigneur de Possé, Domum. Hein, il dit de mon moulin, situé entre le cellier ou le pressoir, on ne sait pas, de Possé et la maison. Sa maison à lui, au seigneur, hein, qui est à l'époque Guillaume de Brenne. Guillaume de Brenne, en 1248. Il parle de ses moulins et de son cellier. Voilà, et on a beaucoup vous lirez, hein, vous avez beaucoup de choses du XIIIe siècle et même des premiers noms de personnes habitant. On a la mention d'un Paganus Bertrand, un païen Bertin, qui était intendant de la seigneurie. Donc on sait qu'il y avait déjà une espèce d'intendant, un prévôt, enfin un type qui réglait les affaires du seigneur, qui s'appelait païen Bertin. On a même le nom de son fils. Et on a ce genre de choses. Au XIIIe siècle, ce qui est rare, oui, à travers ce cartulaire, qui est un gros cahier de plus de 100 pages, qui donne les propriétés de la ville. Et puis on a le prieuré dans le Var, donc qui a donné la zone d'activité du prieuré. Ça vient d'où? Eh bien le Sulpice III d'Amboise, le seigneur que je vous ai montré tout à l'heure, le Sulpice III d'Amboise, eh bien il a créé, il y avait une vieille église Saint-Sauveur à côté de la léproserie d'Amboise, en face du parking, en face de la poste en gros à Amboise. Et il a donné des terres à côté de la Cisse, des prés à côté de la Cisse, et une métairie, une ferme, de l'autre côté de la Loire. Eh bien, c'est ce prieuré. Et en fait, l'origine du prieuré que l'on a ici, enfin, dans le Val, c'est le prieuré de l'île Saint-Sauveur, qui était où? Alors là, on a le château, il faut se déplacer vers la droite, et le château est là. Eh bien, Saint-Sauveur, c'était une île qui était ici. Et il y avait un prieuré là. Et en fait, le seigneur d'Amboise a donné des terres ici, là, au bord de la Cisse, là, des fermes. Une ferme et des prés. C'est l'origine du nom de prieuré. Alors, est-ce que... moi, j'ai pas retrouvé ça dans les ventes après révolutionnaires, mais ça a dû être échangé ou vendu, enfin bon, où ils l'ont mis en rente. Ça se faisait beaucoup au XVe siècle, d'arrenter ce genre de bien. On s'en débarrasse, et puis contre une rente. Voilà, le prieuré. Et vous voyez, Saint-Sauveur. Là, il y avait une léproserie avec un prieuré de Saint-Sauveur. À Amboise. Et donc l'origine du prieuré, c'est parce que c'était des terres qui appartenaient. Et puis on a la commanderie. Alors la commanderie, on pense, c'est les Templiers. Est-ce que c'est les Templiers? Est-ce qu'il y a un trésor? En fait, il y avait deux commanderies en Amboise. Il y avait la commanderie des Templiers, qui n'était pas du tout par ici, qui était dans le nord, enfin dans le sud d'Amboise. Et il y avait une autre commanderie qui s'appelait la commanderie de l'île Saint-Jean, qui n'étaient pas des Templiers, qui étaient des hospitaliers, enfin qui deviendront l'ordre de Malte plus tard. Donc le commanderie de l'ordre des hospitaliers, c'est aussi un ordre militaire, hein. Mais ceux-là, ils n'ont pas été, arrêtés par Philippe le Bel en 1307, alors que les autres Templiers, eux, ont été arrêtés et puis brûlés ou mis en prison. Enfin bon, on a saisi leurs biens et on les a donnés aux hospitaliers. C'est pour ça que la commanderie, à partir de 1307, la commanderie des Templiers deviendra celle des hospitaliers, de l'ordre de Malte. Et il reste des choses. Parce que où elle était, cette île Saint-Jean? Elle était sur l'île Saint-Jean. L'île d'Or. Ah ouais, quand vous allez faire votre football, là. Oui, l'île Saint-Jean, là. Prenez la route, là. Vous voyez, prenez la route. Au bout, vous avez une chapelle. Chapelle Saint-Jean, c'est la commanderie. Saint-Jean,
de l'île, ou de l'île Saint-Jean. Et en fait, l'architecture nous montre une architecture de la fin du XIIe siècle, et on voit qu'il y a très peu de fenêtres, ce qui nous apprend qu'il y avait beaucoup de bâtiments autour, qui étaient une sorte d'hôpital. Qui était une sorte d'hôpital. Vous voyez, quand on voit le côté nord, il n'y a pas de fenêtre. Bon, c'est le côté nord aussi, il n'y a pas de lumière. Mais quand on voit les traces qu'il y a, et des trous là et tout, on voit qu'il y avait des bâtiments autour. Donc c'est pas seulement une chapelle qui est posée là, c'est qu'il y avait un ensemble hospitalier, là, et il reste que la chapelle. Fin XIIe siècle, et il n'y avait pas tous ces arbres. Il y a 3 rideaux d'arbres aujourd'hui qui la cachent, plus la levée. Il n'y avait pas la levée, il n'y avait pas les rideaux d'arbres. Et bien qu'est-ce qu'on voyait de la commanderie? Ici, qu'est-ce qu'on voyait là, de la commanderie de Possé, enfin, qui était en bois jusqu'en 1809. Eh bien, on ne voyait pas ce rideau d'arbres, là, vous voyez les photos de football, là, qui sont juste à côté, ben, on voyait la commanderie. Donc, en fait, la commanderie s'est appelée, parce que c'était juste en face. Juste en face. Et d'ailleurs, on a Notre-Dame du bout de l'île, et quand on se déplace un peu, Notre-Dame du bout de l'île est là, l'entrée d'Amboise, vous avez la croix Saint-Jean, qui est liée à la commanderie de l'île Saint-Jean, et qui est donc l'origine du mot la commanderie. Ben, vous êtes juste en face. Alors, est-ce qu'il y avait des terres là qui appartenaient à la commanderie de l'île Saint-Jean? Possible, mais je n'ai pas retrouvé dans les... Je les ai dépouillés, mais ça, inutilement, oui, on fait beaucoup de travail inutile en histoire. On cherche et puis on ne trouve pas, et puis là, je n'ai pas trouvé de terres appartenant aux hospitaliers, enfin à l'ordre de Malte à la Révolution, parce qu'ils ont été saisis les biens à la Révolution. Voilà, donc on arrive à la fin vers le milieu du Moyen-Âge. Presque tous les noms existent déjà, mais on va avoir un changement considérable, c'est que les gens vont changer de nom, ils vont prendre un nom de baptême chrétien, et donc comme il n'y a pas beaucoup de noms de baptême chrétien, on va leur donner des surnoms. Moi par exemple, je m'appelle Nicolas, eh bien Huron c'est un surnom. C'est un surnom, qui est devenu nom de famille. Et ça apparaît vers l'an 1000, 12e siècle, 13e siècle. Et on a des surnoms comme ça. La Roboussinière, eh ben, c'est quoi un Roboussin? Eh ben, un Roboussin, eh ben, c'est quelqu'un qui a les cheveux un peu hérissés. C'est une personne revêche et pas très aimable. Désolé pour les gens qui arrivent avec la Roboussinière. On a la Bobelinière. Eh ben, Bob, c'est Bobelin, ça veut dire quelqu'un d'un peu bête, vous voyez, un peu niais. Désolé pour les gens. Bon, enfin, il faut savoir, attendez, si on plaisante comme ça. Mais les gens avaient le sens de l'humour à l'époque, attention. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. D'ailleurs, plus on descend dans le sud, si vous allez en Berry, vous trouvez des noms, mais les gens vous demandent, mais comment est-ce qu'ils sont plus acceptés à ce nom pareil, quoi? En fait, c'est parce que c'est rigolo, quoi. Ça les gêne pas. Et puis, on a des noms qui sont liés aux activités du Moyen-Âge. Taille-pied, ben, c'est la taille du pied de la falaise, c'est une carrière. Les rancuniers, on a plein de solutions. Mais je pense que ces reins, c'est le ruisseau Ken des chênes, Rancunière, mais il y a d'autres solutions, vous lirez, il y a 3 solutions possibles, c'est un peu compliqué. Pain d'orgerie, ben, c'est une mauvaise terre. L'orge, c'est une céréale pauvre. Eh ben, le pain d'orge, c'est pas un pain, c'est pas le pain de froment, c'est pas la baguette, c'est autre chose. Donc le pain d'orgerie, c'est des mauvaises terres. On a la pouletterie, alors ça peut être un élevage de poulets, vous voyez, pouletterie, ou des gens qui ont un peu un caractère de poulet, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est un surnom, et en fait, c'est un élevage. Aujourd'hui, il y a un élevage de pintade à la pouletterie. Il y avait un élevage de pintade. On a d'autres noms comme Chantemerle. Alors Chantemerle, on trouve assez couramment dans le coin. Là, il y en a aussi sur Limeray. Limeray, Chantemerle. Oui, c'est parce que les merles y chantent. C'est un nom très fréquent en France. Vous voyez, dans tout le sud, on en trouve. On a des noms qui sont en rapport avec le gué poussé, par exemple. Il y a un moulin au gué poussé. Pourquoi il y a un moulin au gué poussé? Poussé, ça veut dire tumultueux. C'est-à-dire que la Ramberge accélère à cet endroit-là. Il y a une descente violente. Et on a installé justement un moulin à cet endroit-là. Parce qu'il y avait un gué, et l'eau couvrait très vite. Gué poussé. Poussé, ça veut dire tumultueux, c'est un surnom. On a les saules, les bondes, en bas du ravin de... Ça aussi, c'est des noms qui datent du Moyen-Âge. Quoique bonde est un mot d'origine gauloise. Bonde, c'est un mot d'origine gauloise. Vous voyez, c'est compliqué. On a la buvinière. Babu, c'est qui boit la vigne. Bois-vin, c'est pareil. Ah bah ouais, c'est des mauvaises vignes parce que ça boit le vin à la place du vigneron. Ouais, normalement, c'est le vigneron qui boit le vin. Ben là, c'est la terre qui boit le vin.
Bois-Main. On a Bellecour aussi. Alors Belle, il faut le voir comme, pas du tout comme une belle cour très belle, avec une belle architecture, etc. Belle, ça signifie un panorama. C'est-à-dire qu'une belle vue, en fait. Bellecour, c'est-à-dire que vous aviez une cour, courtice, c'est un domaine fermé, et vous aviez une belle vue, en fait. C'est vrai, Bellecour, il y a une vue. Et Bellecour, domaine de Bellecour, là, à côté de Cossé. Et puis on a la Milandrie. Alors la Milandrie, c'est aussi un surnom. Alors, il y a plein d'autres solutions, je vous les ai mis les solutions possibles. Enfin, la solution que je retiens, moi, c'est Milan, le rapace, ou Milandre, le requin. Oui, entre le rapace et le requin, il n'y a pas beaucoup de différence, mais il y avait un péage à Possé. Ah, peut-être que la Milandrie, c'est l'origine. Un requin, ça veut dire, c'est un surnom d'une personne avide, un vorace. Hein. Allez pas les voir, les gens de la Milandrie. Hein. Vous leur planquer la carte bleue. Hein. On a la Bourrerie. Bourrerie, c'est une petite ferme. C'est une petite ferme au Moyen-Âge. Et à la fin au XVe siècle, vers le milieu du XVe siècle, on a la première mention de Beauregard. Vous voyez, c'est le propriétaire de Beauregard qui définit son domaine. En 1442, donc à la fin du Moyen-Âge, il est dit comme être et hébergement de Beauregard, assis en la paroisse de Nazelles. Nazelles à l'époque. Hein. Contenant 25 arbres. 3 maisons couvertes de chaume. C'est pas un palais, hein. 3 maisons couvertes de chaume. À côté de l'Être des Landes, donc à côté des Landes, et à côté d'une borne qui s'appelle la borne des 3 paroisses. Beauregard. Et on a effectivement un très beau regard. C'est un toponyme de diaporama. C'est un toponyme de la fin du Moyen-Âge pour essentiellement des constructions plutôt de plaisance. Plutôt de plaisance. Et puis on a évidemment la seigneurie de Possé, la châtellenie de Possé. Je ne vous en ai pas trop parlé jusqu'à présent. Mais dans le livre, je vous ai fait la liste des seigneurs de Possé qu'on connaît pour la seconde moitié du Moyen-Âge. Et je vous ai fait un peu une description de ce que pouvait être le château de Possé au Moyen-Âge. Alors, il était moins haut qu'aujourd'hui. Vous voyez, cette partie-là a été rajoutée au XIXe siècle. Cette aile-là a été rajoutée au XIXe siècle. La tour qui était là, et pas ces belles fenêtres au XIXe siècle, c'était une tour un peu de défense. Et il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de mur entre les deux là. Et il y avait simplement cette tour, avec la tour polygonale et la tour d'escalier derrière. Avec une chapelle. Et on a une description, on a plusieurs descriptions, je vous les ai mises dans le livre, de la seigneurie de Possé jusqu'au XVIIIe siècle. On voit un petit peu son évolution. Mais surtout, je vous ai mis la première mention du château, comme château. Et je vous ai mis le fait qu'on sait qu'ils ont cassé une roche, une cave, en 1436, dans les comptes de la seigneurie, en 1436-1438, ils ont cassé une cave, une roche, qui servit à construire la tour de Possé. Oui, ladite cave fut rompue pour prendre la pierre pour faire la tour de Possé. Milieu du, enfin disons 1440, 1438. Et la première mention du château, c'est 1514, début du XVIe siècle. Voilà, et la châtellenie du haut et du bas Possé. Donc vous comprenez maintenant, Possé au bas, haut et bas Possé. Et cette châtellenie, je vous ai dit, moi, dans quoi je m'embarque là? Les archives de la châtellenie du haut et du bas Possé ont été conservées. Ils sont aux archives départementales, ils ont été déposés en 1950 par les héritiers de la famille du château. En 1950, je ne sais plus dans quelle date, enfin bon, je l'ai mis. Et l'inventaire, je ne vous parle pas d'Elias, hein. Je vous parle de l'inventaire, simplement la liste des choses, fait 80 pages. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez connaître les habitants de Possé au XIVe, XVe siècle, XVIe siècle, eh bien, chose qui est extrêmement rare, eh bien, c'est dans ces archives-là. Mais est-ce que je vous ai tout fait? Non. Il m'aurait fallu plusieurs années. Oui. Et puis le livre aurait fait 600 pages ou 800 pages. Alors voilà le château, voyez, on voit la tour, là c'est la fuie, le pigeonnier. On voit les moulins. Et il y avait aussi un moulin en Bourg, dans le Bourg qu'on appelait le moulin Joussier, parce que Joussier c'était la personne qui avait construit ce moulin. Il y avait des moulins à temps, c'est-à-dire des moulins qui servaient pour le cuir, et il y avait des moulins à blé, enfin des moulins simplement à faire de la farine. Voilà. On a l'étang de Possé qui est mentionné dès le Moyen-Âge, les moulins aussi, le péage, le seigneur avait droit de péage à Possé. Il y a un péage sur l'autoroute là. Là qui passe devant. Vous aviez la mention du four banal, le four banal. Vous avez la mention des fourches patibulaires. C'est quoi les fourches patibulaires? Les condamnés à mort, les exposés, les morts sur les fourches.
eh ben, c'était au carrefour de la Perchée, dans le coin, dans la corne, au bout de la corne gauche de la commune. Les fourches patibulaires, vous aviez l'aumône qui avait été fondée par le seigneur de Bossé. C'est un établissement dans le bourg, on ne sait pas où est-ce qu'il est exactement, mais il était dans le bourg et c'était un endroit pour les pauvres, pour un refuge pour les déshérités, les pauvres, les mendiants. Et on avait une maladorerie, c'est-à-dire un endroit pour les malades, la lèpre et tout, qui était évidemment en dehors du bourg. Où est-ce qu'il était? Il était au clos du Cheval Rouge, à côté du clos du Cheval Rouge, juste à côté. Il y avait une maladerie, là, au Moyen-Âge. Et un endroit pour mettre les malades à part, les malades contagieux. Et vous avez le moulin du Gapoussé, je vous ai déjà parlé, qui appartenait au seigneur aussi de Possé. Ce seigneur était extrêmement puissant. Il possédait énormément de choses. Je vous ai fait la liste de ses pierres, hein, le moulin du Gapoussé. Et on a à côté de l'église, enfin de l'église actuelle, on avait une maison en face qui s'appelait l'Image. Un pâté de maison qui s'appelait l'Image. Pourquoi? Parce qu'il y avait une statue d'Image qui était dans la façade de la maison, dans un coin de la maison. L'Image, c'est un des toponymes, un des seuls toponymes du Moyen-Âge pour Possé. Et on avait une chapelle Saint-Guillaume. Révélation! Où était cette chapelle Saint-Guillaume? Ah ben je ne sais pas, sans doute à la place de la chapelle Saint-Adrien. Et qui avait fondé cette chapelle Saint-Guillaume? Ben, peut-être Guillaume de Brenne au XIIIe siècle. Guillaume de Brenne, au XIIIe siècle, je ne sais pas. Oui. Donc là, on avait, à côté de l'église actuelle, on avait dans une maison qui s'appelait l'Image, et il y avait une chapelle Saint-Guillaume quelque part, peut-être à la place de l'ancienne de l'église actuelle. Et puis vous avez cette grande bâtisse qui était vraiment une énigme. Moi, quand j'ai fait l'Imra à côté, je me suis dit, c'est bizarre cette maison, c'est pas un château, c'est bizarre, quoi. Eh bien, j'ai l'explication. C'était une exploitation agricole au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais l'architecture que l'on voit là, bon, c'est des modifications XVIIe, mais la grosse forme, en gros, elle est 14e. Avec le pignon, là, c'est 14e, 15e siècle. Eh bien, c'est quoi? Eh bien, je vous ai parlé des frères de l'abbaye de Fontaine-les-Blanches. Eh bien, il y a une rupture vers 1250, au milieu du XIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il apparaît une hiérarchie et un abbé. Et à partir du XIVe, XVe siècle, les abbés vont se construire des palais. Et le Ménard, qui appartient à Fontaine-les-Blanches, fait partie de la mense abbatiale, c'est-à-dire du domaine réservé à l'abbé. Eh bien, le type, il s'est construit sa piscine. Non, je plaisante, mais disons que l'abbé, il s'est construit son palais. Ce qui est très fréquent au XIVe, XVe siècle. C'est la maison de plaisance de l'abbé. Après, il la fera à côté de l'abbaye de Fontaine. Mais là, il préférait sans doute avoir la belle vue sur la Loire. Hein. D'ailleurs, c'était la mode à l'époque, les châteaux de la Loire, 14e, 15e siècle, ont commencé à venir. Donc le Ménard dépendait de la mense abbatiale, c'est l'explication de cette grande maison. Voilà, le Moyen-Âge est fini. Bon, alors il finit mal le Moyen-Âge, on a la peste noire, un tiers de la population européenne va mourir. Il y a la guerre de 100 ans qui va durer à peu près effectivement 100 ans et qui va faire beaucoup de ravages avec les Anglais. Et on a, pour la période moderne, on a les premiers noms, par exemple, on a la première rue qui fait mention de Possé, la rue de Possé, dans les faubourgs d'Amboise. Il y a une rue qui s'appelle, dans le faubourg Saint-Jean, qui s'appelait rue de Possé. 16e siècle. Ouais. On a les pavillons, là, il y en a deux, il y en a un à côté du Sauvage et un dans la vallée, là, de l'Arberge. C'est un nom très récent, c'est un nom de plaisance, un petit pavillon, c'est lié souvent au château. On a un Cheval Rouge qui est un nom aussi assez récent, fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne, c'est un nom d'auberge. Et sachez qu'il y avait une auberge du Cheval Rouge à Amboise. Je vous l'ai noté, hein. Il y avait une auberge du Cheval Rouge, une hôtellerie du Cheval Rouge, tenue par un certain Gauthier François, au XVIIe siècle. Voilà, d'ailleurs, il y a la date dessus, 1643. Alors, on voit que tout ça, c'est tout neuf, hein, ça a été refait, mais sans doute que la date a été recopiée. Donc, XVIIe siècle. Et au XVIe siècle, du XVIe siècle, on a la fondation de la chapelle Saint-Adrien. Alors, sachez que tout ça, c'est un agrandissement, là. La façade, elle est toute neuve. La partie ancienne, c'est les trois travées qui sont là. Hein, Saint-Adrien, qui a été fondé par Adrien Tiercelin. Et à Saint-Adrien, c'était qui? Oh, bah, c'est pas un saint très reluisant. Il était tortionnaire, bourreau, tortionnaire. Il torturait les gens au service de l'empereur. Et puis à un moment, il en a eu marre, il était écœuré de ce qu'il faisait. Et donc il s'est converti au christianisme, parce qu'à l'époque, à la fin du IIIe
siècle, fin du 2e siècle, 3e siècle. Ce qui torturait surtout, c'est les chrétiens, hein, des femmes, des enfants, des milliards de chrétiens. Et donc il était écœuré, donc il s'est mis chrétien lui-même, et bon, ça n'a pas trop plu à l'empereur, qui l'a fait arrêter avec sa femme Nathalie, et ils ont été effectivement à leur tour torturés et tués. Donc voilà Adrien, fondé par Adrien Pierre Solin, seigneur de Possé, et cette église, on voit qu'elle a été fondée au temps de François Ier, parce qu'à l'intérieur, on a la salamandre de François Ier, hein, dont les dates de règne, c'est 1515, Marignan, et 1547. Donc 1535, on est vraiment sous le règne de François Ier, et donc c'est une sorte de patronage royal. Et il y a une plaque qui est datée 1530 dedans. C'est pas une plaque de fondation du tout de la chapelle. Hein. C'est une plaque d'un édifice plus ancien qui a été récupéré, mais par superstition, on l'a remis dans le nouveau. Donc il y avait sûrement un bâtiment avant, et on l'a remis dans le nouveau pour pas se mettre les foudres de Dieu sur la tête, parce que c'était lié à une fondation. C'est-à-dire que cette église, en 1535, n'a pas été fondée comme ça. Il y avait déjà des fondations de fait, qui ont été récupérées par ce nouvel édifice. Voilà, et le cimetière, on a la création du cimetière en 1540, il est copié dans les registres paroissiaux, la donation du terrain par un particulier, et le terrain était là, vous reconnaissez le bourg de Possé, là, et on a l'église, le cimetière était là. L'ancien cimetière était là jusqu'au 19e siècle. Voilà, pour le 17e, 18e siècle, je vous ai mis énormément d'informations sur les fiefs, c'est-à-dire, vous voyez, tout ce qui est Buvinière, Chauffour, Baudélinière, Juppot, les Landes, Sabrandière, Le Sault, ça appartenait à qui, etc. Je vous ai mis un petit peu ça. Les fiefs, et puis on a la création, à la fin du XVe siècle, du sauvage, par un certain monsieur Sauvage, qui s'appelait François Sauvage, qui était contrôleur de l'argenterie du roi, et c'est à côté du sevrage. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il y avait un lieu qui s'appelait effectivement le sevrage, qui servait certainement au sevrage des poulains. Et peut-être. Et en fait, il y a une légende qui dit que c'est parce qu'on y a sevré François Ier. Et un autre qui dit non, c'est Charles VIII. Bon, on est un peu dans le flou. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le sauvage a été fondé par François Sauvage, le manoir. Et d'ailleurs, le puits de ce bâtiment a été déplacé à l'hôtel de Cluny à Paris. Et la margelle du puits représente un homme sauvage. Allez, tout poilu, tout ça. Tout le monde. Le roi Charles VI, vous voyez, pendant la guerre de 100 ans, il y a le bal des Ardennes, ils ont fait une espèce de boom. Et il y a des notes, tout ça, ils sont déguisés en hommes sauvages. Et des poils, tout ça, puis dans ce... Il y en a un qui s'est enflammé sur une bougie, il y a eu 3 morts. Le roi Charles VI, ça l'a traumatisé, il est devenu à moitié fou, enfin bon, aussi par divers autres événements. Mais vous voyez, c'était la mode à l'époque. Eh ben oui, monsieur François Sauvage, il a représenté un homme sauvage, parce qu'il s'appelait Sauvage. Voilà, un homme sauvage. Le sauvage. Voilà, avec ici donc un nouveau. Et puis au début du XVIIIe siècle, 1700, on ne connaît pas vraiment la famille qui a. On a 2 possibilités qui a fait construire ce manoir, 2 fourchettes au début du XVIIIe siècle, avec, on voit encore le pigeonnier et la chapelle à droite. Et puis comme partie ancienne aussi dans la commune, on a le pigeonnier de la Restrie qui est classé au monument historique du XVIIIe siècle, pigeonnier de la Restrie. Et puis en 1771, on a l'érection de la chapelle Saint-Adrien en église paroissiale, 1771. C'était le document, je vous l'ai passé. Voilà, ça c'est le document de création de la paroisse. Alors c'est un gros document, hein. Je vous en ai mis des extraits, alors vous allez sûrement trouver ça long. Il y en a 2 pages. Mais en fait, il fait 15 ou 20 pages. Il y a des enquêtes qui sont faites auprès de tout le monde, pour savoir si les habitants de Possé méritent d'avoir leur paroisse, et donc leur commune après. Plein d'enquêtes. Et donc, l'archevêque décide que la paroisse est créée en 1771. Et donc, Possé trouve une indépendance religieuse. Et à la suite de cette indépendance religieuse, dans l'acte de fondation de la paroisse, il y a l'obligation pour les habitants et pour la fondation
de construire un presbytère, eh bien ce presbytère, c'est la mairie. Donc ça nous date des années 1760, enfin après, juste après 1771. Ce presbytère, c'est la mairie. Il sera après échangé avec le curé pour... il y aura un échange de bâtiments, un rachat, au 19e siècle. Voilà, donc l'ancien presbytère de la mairie. Et puis, vous voyez, on a... Ça, c'est les cartes de la fin du XVIIIe siècle, les cartes connues, où on a le sud de la Loire, parce que c'est ce qu'on appelle l'Atlas de Truden. C'est un atlas qui a été fondé par les rois de France pour faire l'aménagement des routes. Et donc c'est la seule vue que l'on ait du fin du XVIIIe siècle. Et on voit la voie, c'est-à-dire que l'ancienne route Châteaurenaud-Amboise passait là. Pourquoi il y a cette limite tout droite là? Parce que la route Châteaurenaud-Amboise était là. Vous voyez, elle était là, la route Châteaurenaud-Amboise. Eh bien, à la fin du XVIIIe siècle, on l'installe ici, là, dans la vallée de la Ranverge, là. Donc elle change de cours. Et on fait cette grande ligne droite que vous prenez tous pour aller sur Amboise. À la fin du XVIIIe siècle, elle était bordée d'arbres. Ouais. Et donc, fin du XVIIIe siècle, 1782, c'est la date finale de ma conférence, c'est l'indépendance fiscale. Et ouais, on parle du fisc à la fin des impôts, pour bien finir. C'est l'impôt la taille. Le roi de France adopte une séparation entre Saint-Ouen et Possé pour les impôts. Donc l'assiette de l'impôt se fera maintenant indépendamment pour Possé. Et après, bon, c'est la Révolution française, etc. Mais là, c'est une autre histoire.